Ravie, de vous recevoir ce matin. J'ai vraiment envie de commencer par vous dire merci, mais c'est pas un merci de convenance parce que je me disais en venant, que finalement dans nos existences tellement denses, dans toutes ces obligations cumulées qu'on a, dans les aléas, qui jalonnent notre quotidien, je crois sincèrement et je sais qu'il y en a qui ont couru pour venir, il y en a qui ont pris des trains de région, bravo. Je crois vraiment que venir le matin, d'abord pour se rencontrer, c'est aussi ça, l'intérêt. Évidemment ensuite pour réfléchir, pour écouter, pour, entendre, Marie. C'est quand même un peu un acte, révolutionnaire dans les époques, dans la société à 1000 à l'heure dans laquelle on vit. Donc vraiment merci. C'est un cadeau que vous vous faites, mais c'est aussi un plaisir de vous avoir dans ces conditions-là et bravo d'avoir été jusqu'à nous. Hem, Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est ici dans le cadre d'un événement du réseau de Circle. Alors il y en a pas mal qui sont externes au réseau aujourd'hui et qui découvrent, de Circle. Je vais pas être longue sur de Circle, c'est pas l'objet. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on essaye de créer des espaces, de conversation, sur des sujets qui nous sont chers, qui sont très divers. Là, on est dans un très beau lieu qui s'appelle Fouga. Il y en a pas mal qui connaissaient pas, c'est normal parce que c'est récent. C'est un lieu très polyvalent. Vous avez cette très belle salle où il y avait une projection hier soir apparemment. Il y en a une qui était là. Vous avez un restaurant, vous avez un rooftop. Et merci à Claire et Cléo de Fouga et au reste des équipes de nous recevoir ce matin. On est très heureux d'être là. On essaye donc avec The Circle de vous proposer des lieux différents, des thématiques différentes, autour de plein de sujets. Et j'aime bien dire que c'est ni un réseau professionnel ni un réseau personnel. Parce que quand on arrive dans un événement de Circle, je pense que ce soit tôt le matin ou tard le soir, on n'a pas envie d'arriver en tendant une carte de visite, même si on va toutes se demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. On a envie d'arriver comme une personne, pas juste la casquette pro ou perso, mais vraiment en se disant on va se lier, se rencontrer au travers de conversations. Et je pense vraiment que la meilleure manière de faire du réseau, c'est ça. C'est pas en se disant quelle opportunité je vais y trouver, mais c'est se rassembler pour des conversations de fond, thématiques, qui nous permettent après d'avoir quelque part des points communs et de pouvoir discuter, échanger. Et c'est un peu ça l'esprit de Circle. Je voulais adresser aussi quand même deux remerciements à deux jolies marques qui nous accompagnent ce matin. La première, c'est Flair. Flair qui a été créée par Clémence. C'est une marque française qui fait des sublime body, comme celui qui m'habille ce matin. Et c'est une marque créée donc par une femme française. C'est conçu à 3. Et vous avez une remise qui vous est offerte avec le code qu'on vous a donné à l'entrée. Et l'autre marque, c'est une marque créée par Maria qui n'est pas là ce matin. Ça s'appelle Kéfir Ennemi. Mais le kéfir, vous connaissez peut-être, c'est cet aliment fermenté avec des vertus incroyables. Tout le monde lui a dit c'est impossible de concevoir du kéfir en France et finalement elle l'a fait. C'est une très jolie marque et vous avez des bouteilles à disposition. Euh, Ce que je voulais vous dire, c'est que on est dans une époque où on a évidemment beaucoup d'aléas qui jalonnent notre quotidien, c'est ce que je voulais vous dire. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je côtoyais beaucoup de femmes, que ce soit par le biais du podcast Legend Ladies ou par le biais évidemment de The Circle, je me suis rendu compte qu'on avait une communauté de traversée. C'est-à-dire qu'au fil de notre vie, en tant qu'individu, mais particulièrement en tant que femme, on va traverser des questionnements, des épreuves, des aléas, des passages quelque part, où on a beaucoup de traits communs en fait dans nos vies de femmes. Ça peut être physiologique, ça commence à la puberté, ça continue à la périménopause, la ménopause, ça peut être d'ordre existentiel, des questionnements, des doutes qu'on traverse. Ça peut être au niveau sentimental, émotionnel, des ruptures amicales, des ruptures amoureuses. Ça peut être aussi des drames, des deuils. Et puis ça peut être aussi, il ne faut pas l'oublier, des très grandes joies, mais qui peuvent nous faire peur parce que ça nous met face à la perte, au sentiment, à la peur de perdre justement ce qui nous est tellement cher quand on a des joies très très fortes. Et donc, moi je me suis dit, la vie est belle, la vie est dense, la vie est vaste, et très souvent elle nous dépasse, et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle soit plus grande que nous. Et donc, réflexion faite, je me suis dit, mais comment traverser ce qui nous traverse? Et quand je me suis posé cette question, honnêtement, tout de suite, c'est le visage de Marie Robert qui m'est apparu immédiatement. Et ni une ni deux, Marie, je t'ai fait cette proposition, alors décente mais ambitieuse, parce que lorsqu'on sait que tu es en pleine écriture de ton prochain livre, que tu animes et crées et conçois un podcast Philosophie sexy, désormais aussi pour les enfants, dont le premier épisode est paru il n'y a pas longtemps, sur la beauté,
c'est ça? C'est ça. Que tu diriges plusieurs écoles ECLEB, ECLEB School, ça s'écrit ESCNAIBES en France, que tu es maman d'un adorable petit garçon avec lequel tu adores passer du temps, que tu interviens très souvent en entreprise. Voilà, c'était quand même décent mais ambitieux. Alors vraiment, merci Marie-Robert d'être avec nous ce matin. Merci intelligent. Merci. Alors Marie, tu es philosophe, donc bien sûr, cette spécificité va nous permettre d'ouvrir ensemble une réflexion assez profonde sur cette thématique. Et aussi parce que tu sembles aussi sensible que sensée, généreuse, parce que tu partages beaucoup au travers de tes posts qu'on lit toutes chaque matin, avec cette discipline chevillée au corps, mais aussi au cœur, qui nous permet de lire tes pensées avec ce post régulier tous les matins sans faute et de nous réveiller, de nous éveiller de cette manière-là pour des différentes manières de voir le monde ensemble. Je voulais donc interroger avec toi ce que ces traversées font de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport au temps, de notre rapport au sens, de notre rapport à l'altérité avec les autres. Donc ma première question, Marie, elle porte sur ton cœur de métier, la philosophie. Je pense que c'est aussi une manière d'être au monde. On peut associer la philosophie à quelque chose parfois d'un petit peu abstrait, d'un peu conceptuel, de théorique, presque de déconnecté du réel. Mais dans ton travail, ça semble quelque chose de profondément incarné, de quotidien, presque de vital. Alors comment la philosophie peut nous aider à traverser nos vies concrètement et puis plus intimement, comment elle t'a accompagné dans tes traversées personnelles? J'espère qu'on a 5 heures pour bêter quand cette question. Moi, avant tout, merci beaucoup. Je te rejoins tout à fait sur le fait que je trouve ça quand même assez merveilleux de continuer à pouvoir créer ce genre de moments. Et sans doute que ma toute première réponse, et sera le fil conducteur de tout ça, comment traverser, eh bien, en étant avec les autres. Comment traverser en conservant justement du cadre, un cadre qui nous nourrit et qui nous élève. Et des moments qui augmentent ce sentiment d'être nourri dans notre être. Donc, c'est pour ça que c'est infiniment précieux, pas seulement parce qu'on est ravis de commencer sa matinée avec du café et du kéfir, mais aussi parce que dans ce qu'on crée dans ces moments-là, bien sûr qu'il se passe quelque chose qui profondément nous permet de nous ancrer quand ça tangue un peu. Alors évidemment, tu le dis, la philosophie, et c'est vrai, et cette image n'est pas que travestie. Bien sûr que c'est une discipline élitiste. C'est une discipline élitiste, bourgeoise, masculine, très blanche. Ça a été longtemps la sensation d'être une matière un peu en dehors, dans une tour d'ivoire. Mais j'insiste sur une chose, cette vision de la philosophie est en fait une vision scolaire et universitaire. C'est ce qu'on en a fait au fil des siècles. Ce n'est pas le cas originellement dans l'histoire même de la philosophie, sur 2 points d'ailleurs. Pour les Grecs, qui sont quand même l'origine et le socle de toute cette affaire, c'est avant tout une manière de vivre. Et par manière de vivre, il y a quelque chose de très concret. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais, c'est cette démarche, ce va-et-vient entre penser sa vie, vivre sa pensée. Parce que j'ai ce moment de recul, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi? Est-ce que c'est cohérent? Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que là, qu'est-ce que je crois? Tiens, ok, je pense, je me mets en retrait et ensuite j'agis. Et bien souvent, on a caricaturé en pensant que c'était l'un ou l'autre, qu'il y avait soit l'action avec un culte, de la performance, du pouvoir, de la puissance, de j'y vais, je suis à 2000%, etc. Et la pensée de l'autre côté. Vraiment, la philosophie grecque le présente en manière de vivre. Donc toujours ce va-et-vient, toujours cette articulation entre les deux. Et une pensée sans action, finalement, reste très frustrante et au fond peut devenir idéologique. Et à l'inverse, une action sans pensée, bien, assez vite, on arrive à notre société. Et de droit virage appliqué à négocier. Donc, j'ai vraiment envie, et quand je dis je, aujourd'hui, de plus en plus, on en a une image différente. Mais je voudrais qu'on distingue une philosophie de recherche qui est nécessaire, qui est importante, et qui, effectivement, nourrit. Et tant mieux qu'on continue à poursuivre dans cette démarche-là. Mais il y a aussi cette philosophie, alors j'aime pas quand on dit vulgariser, parce que vulgariser, on a toujours l'impression qu'on fait un ton en dessous, qu'on fait moins bien. Non, cette philosophie qui est viscéralement existentielle, en fait, cette philosophie intime qui est tout d'un coup, et qui est peut-être une résistance, comme ce qu'on fait ce matin, pas une résistance contre, mais une résistance pour,
de se dire, tiens, interrogeons un tout petit peu les choses autour de nous. Et aussi bien les idées que nos actes, que nos manières de faire, que nos manières de vivre. Donc, je suis vraiment dans cette démarche-là. Et ensuite, sur ce comment traverser, précisément, quand on fait ce pas de côté et quand on est dans cette interrogation, on se rend compte qu'on se sent moins submergé quand on s'autorise à penser. Alors, ça ne veut pas dire que les choses sont moins graves, que les choses sont moins vertigineuses, mais quand on met les mains dans le cambouis de l'humain, quand vraiment on ose regarder, on se rend compte tout d'un coup que ça nous permet de le questionner, de mettre des mots, d'interroger, de peut-être voir jaillir certaines perspectives, de peut-être prendre des décisions. Tu as employé un mot dans ta présentation en disant c'est vaste. Parce qu'en fait, souvent, et tu as raison de le ramener à un système physiologique. L'autre jour, j'assistais à une formation qui disait c'est vrai, le fait d'avoir des cycles menstruels faisait que de toute façon, on était bien consciente qu'on n'avait pas, les choses n'étaient pas stables et pas linéaires. Et que cet apprentissage faisait qu'on avait une certaine manière en fait, de percevoir l'existence d'une façon ou de toute façon, ça bouge. Et je me souviens, il y a fort longtemps, j'étais toute jeune, j'avais interviewé Anne Dufour-Montel, qui nous a quittés, psychanalyste et philosophe, qui m'avait fait lire un texte de Jan Patočka qui parlait de l'amplitude. C'est pour ça que je fais le lien avec ton terme vaste. Et qui disait, on pense souvent le très haut et le très bas dans nos vies. Mais en fait, il faudrait penser l'amplitude, c'est-à-dire il y a le très haut, il y a le très bas, il y a tous les côtés. Et comment on apprend justement à trouver une certaine forme, pas d'acceptation, mais à naviguer dans cette amplitude. Et à dire que ce qui est intéressant finalement dans la vie, c'est d'arriver à explorer toute cette amplitude. Le très haut, le très bas, les à côté. Et il terminait ce texte en disant, pour avoir une vie ample, il faut avoir des rêves amples. Et être capable d'explorer justement toute cette amplitude-là. Et je crois que la philosophie nous aide non pas à solutionner, parce qu'elle ne propose pas de solution, mais quand on s'autorise à questionner, à penser, à réfléchir, à s'arrêter, elle nous aide justement à trouver un point d'appui. J'adore ce mot amplitude qui résonne parce qu'on a échangé par message la semaine dernière et tu m'as dit quelque chose comme « Ah, le privilège de l'amplitude ». Et pour être honnête, moi j'aime bien, vous savez, ces traditions au début d'année, on se dit quel est le mot de l'année. Moi j'aime bien me prêter à ce genre d'exercice un petit peu anecdotique, mais qui m'intéresse. Et je crois que j'avais choisi plénitude. Et quand Marie m'a écrit le privilège de l'amplitude, je me suis dit, waouh, mais ce mot amplitude, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement par amplitude? Et c'est très intéressant, ça me parle. Je vais dire un truc hyper trivial, mais tout le monde dans cette pièce a forcément un sweat ou un t-shirt du dimanche soir. Et dans l'amplitude, c'est ça, ce truc dans lequel qui te dit, ok, en fait, je peux me mouvoir dedans. Et c'est ça l'amplitude. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est bien tenu, ça ne veut pas dire que c'est le truc le plus facile et que tu as forcément envie d'exposer, mais tu peux te mouvoir à l'intérieur. Et je crois que quand même, la perspective existentielle de nos vies, c'est pouvoir, quelle que soit notre position, nous mouvoir un peu à l'intérieur. Alors, tu as dit aussi quelque chose, tu as dit s'autoriser à penser nous permet d'éviter de se laisser submerger. Mais la question qui me vient en entendant ça, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe quand on ouvre quelque part les vannes, on s'autorise ce flot de pensée qui peut, au contraire, tu vois, être ce petit vélo dans la tête qui nous inhibe, qui presque nous paralyse et qui empêche l'action parce qu'on va s'autoriser à penser, mais on ne sait pas quoi faire de toutes ces pensées. Et justement, comment, quand on est traversé par ce flot de pensée, comment on fait? Est-ce qu'on doit le gérer? Comment est-ce qu'on doit l'orienter? Comment faire? Alors, étape 1, la chienade. Soyons honnêtes. Une fois, c'est déjà le présupposé, le postulat de départ. Étape 2, je ne suis pas tout à fait convaincue que ce qu'on appelle le petit vélo dans la tête soit de la pensée. Et je crois qu'il y a une distinction à faire. Moi, on m'a toujours dit, mais parfois, et puis bon, j'ai 40 ans, et quand tu fais de la philo depuis plus de 20 ans, on te dit souvent, il ne faut pas se poser trop de questions. Ouais, alors, pas de vol. Je ne sais pas comment faire. Pour moi, le côté petit vélo dans la tête, c'est beaucoup plus de l'anxiété que de la pensée. En fait, quand on s'arrête pour penser vraiment, c'est-à-dire quand on est dans une démarche où on n'est pas juste happé émotionnellement ou happé par le stress ou happé par notre anxiété, quand vraiment on se met à réfléchir, en fait, très souvent, il y a des fils qui se dégagent et très souvent, il y a des choses qui ressortent.
Alors parfois, c'est encore plus, je trouve encore plus pertinent et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, mais qui me tient à cœur d'un point de vue là, très concret. C'est encore plus pertinent quand on écrit. Quand on se met à écrire et vraiment à respecter la démarche d'écrire, alors pas tellement, d'écrire vraiment sur quelque chose qui est en train justement de nous traverser. On se rend bien compte et on n'a pas du tout besoin d'être philosophe pour ça. Il y a 2-3 éléments conceptuels ou 2-3 personnes ou 2-3 situations qui ressortent assez vite. La question ensuite est plus une question, à mon sens, de temporalité. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Et ça, c'est tout autre chose. Il y a, pour résumer peut-être toute cette démarche, il y a cette pensée d'Emmanuel Kant qui, pour le coup, je la trouve très forte et très puissante. C'est le sapere aude. Alors, c'est pas juste comme carpe diem, un truc que tu peux mettre sur un t-shirt. C'est un star, ça. Ok. Ça veut dire ose penser par toi-même. Et alors, je me méfie de ce genre de phrase généralement, parce que ça veut tout dire et rien dire. Pour Kant, c'est très concret. Ose penser par toi-même, c'est ose faire ce pas de côté et ose vraiment t'interroger rationnellement sur ce que tu es en train de traverser. Et Kant nous dit, bien sûr que c'est inconfortable, mais dans cet inconfort, il y a des choses qui ressortent. Alors, il ne va pas tout à fait le dire de cette façon, mais je vais vous le résumer, c'est comme un espèce de check-up interne. Quand tu réfléchis à une situation professionnelle ou personnelle, que tu fais ce pas de côté, que tu fais cette espèce de check-up, généralement, 3 chemins se dégagent. Le premier chemin, c'est confirmer qu'en fait, tout va bien. Bon, c'est une bonne nouvelle de temps en temps. En fait, se dire non, mais c'est juste que je suis sous l'eau, fatiguée ou que j'ai mes règles, mais en fait, tout va bien. Bon, Kant ne parle pas des règles, je dis à rassurer les puristes. Deuxième possibilité, ajuster. En fait, tu te rends compte que c'est pas la situation en tant que telle, mais c'est des ajustements, c'est des manières de le percevoir, c'est des manières de dire, c'est réorganiser. Et puis, troisième possibilité, changer radicalement. Et ça, quand on le vit, quand on sait qu'il n'y a pas d'autre choix que de se barrer d'une situation, la question vraiment, c'est est-ce que là, je suis prête? Donc pour moi, le petit vélo dans la tête, soit il est de l'anxiété, soit il est juste que j'ai un petit vélo parce que j'arrive pas à c'est pas mon timing, quoi. Je suis pas prête à traverser ça. C'est pas que je sais pas ce qu'il faut faire. C'est que là, pour tout un tas de raisons, j'ai pas la force. Et je crois qu'accepter l'amplitude, c'est aussi accepter que parfois on n'est pas la force. Et que parfois, même si on est dans une société qui nous pousse justement non seulement à l'accélération, mais à l'action, à la prise de décision, à l'empowerment, ouais, mais parfois dans la vie, on n'a juste pas la force. Mais c'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce que... C'est juste parce qu'à cet instant T, on n'a pas les ressources nécessaires pour passer à l'action. Donc, pour moi, quoi qu'il advienne, qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, cette étape de la pensée, elle permet déjà en arrière-plan quand même de nous structurer. Et elle permet déjà de donner un peu d'ossature. Je pense qu'on va retenir ce check-up interne avec trois questions. Il y a une espèce de double mouvement quand on traverse la vie. J'ai l'impression qu'à la fois, on a le sentiment que contrôler, prévoir, anticiper nous protège, nous prémunit. On a cette volonté, et c'est bien normal parce qu'on est dans un tel chaos sociétal que les éléments de contrôle à notre disposition sont des éléments qui je pense, nous rassurent. On a l'impression d'être outillés pour pouvoir mieux réagir. Illusion, point d'interrogation, mais ça c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, j'ai l'impression que quand on traverse quelque chose à un moment donné, il faut avoir ce fameux lâcher-prise, mais qui se transforme très vite aussi en nouvelle injonction. Comment est-ce qu'on peut jongler avec ces contradictions? J'essaye d'avoir le contrôle et en même temps, il faudrait lâcher prise. Bon, moi, lâcher prise est vraiment une expression que je ne comprends pas. Donc, je sais pas, là, j'aimerais bien parfois. Je me dis, oh, lâche prise. Allez, vraiment, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. En revanche, dans ta question, il y a quelque chose, c'est pour moi revenir au cadre. Et quand on parlait tout à l'heure de discipline pour mon écriture et dans mes posts, c'est pas une discipline contrainte, forcée, injonctive. Ça fait partie de ce qui participe à mon cadre. Et je crois que ce qui est intéressant, justement, et plus c'est chaotique, plus ça tangue, plus c'est la tempête, c'est de se dire qu'est-ce qui permet
qu'est-ce qui me permet, et ça passe par des choses ultra triviales qui peuvent être, je sais pas, des gestes du quotidien, ou voilà, moi, mon post Instagram, ou les gens que je vois, presque ritualisés, en fait, qui nous permettent, dans ce chaos, de tenir. Et pourquoi j'aime le mot cadre? Parce qu'il me fait penser, et j'ai une image que je trouve assez parlante, le cadre dans un vélo, c'est ce qui permet aux roues de bouger. C'est ce qui reste fixe alors que les roues vont bouger. Et donc, bien sûr qu'on ne peut pas contrôler ni les actions de Donald Trump, ni la météo, ni tout ce qui se passe autour de nous. En revanche, on peut se dire quel est mon cadre de la bicyclette. Voilà. Et vraiment se questionner. Et pas mon cadre à moi. Pas juste, je dois manger des protéines parce que je l'ai lu sur Insta. Et du coup, je dois vraiment manger beaucoup d'œufs le matin. Beaucoup. Alors, peut-être que ça me fait du bien, auquel cas, évidemment, c'est formidable et ça participe à son cadre. Mais peut-être qu'en fait, ça me fait mal au vide. Non, mais vous voyez, je veux dire, c'est vraiment oser, là encore, l'interroger profondément et observer. Quel est le mien de cadre? Qu'est-ce qui me permet de me sentir, et là, encore une fois, il y a un autre auteur, et vous voyez, comme quand on parle de Kant, mais là, je vais vous parler de Spinoza. Spinoza nous dit, en fait, la manière de s'orienter dans le monde, c'est ce qui me permet d'augmenter ma puissance, de me sentir augmentée dans mon être. Bon, alors la tournure, évidemment, le matin, quand vous mangez votre petit déjeuner, vous n'allez pas vous dire « est-ce que je suis augmentée dans mon être ?» Néanmoins, c'est cette perspective-là. C'est-à-dire, ce qui doit me guider, est-ce que ça me diminue ou est-ce que ça m'élève? Et c'est comme ça que tu définis effectivement ton cadre. Est-ce que ça me diminue ou est-ce que ça m'élève? Donc ce cadre permet quand même de traverser. Et au sein de ce cadre, ça ne veut pas dire une ultra-rigidité. Ça veut dire que justement, parce que j'ai mon cadre, le reste, ça peut être mouvant, puis ça peut être adaptatif, et puis ça peut être... voilà. Et on le voit beaucoup éducativement avec les enfants, à quel point ils ont besoin de repères, en fait. Et qu'au sein de ces repères, bien sûr qu'ils peuvent comprendre que un soir, oui, ok, il y a tonton, tata, on va se coucher plus tard et on s'en fout. Mais parce que le lendemain, il y aura le cadre et il y aura le repère. Donc, c'est plus que chaos, contrôle versus lâcher prise, ce serait plutôt une pensée du cadre qui permet que le reste soit mouvant et impermanent. À l'image du cadre du vélo dont tu parlais. Quand on traverse la vie et qu'on est confronté à des épreuves, on cherche souvent à donner du sens à ce qu'on vit, comme si donner un sens immédiat nous permettait quelque part de nous protéger peut-être de la douleur, de l'absurdité, de ce qu'on estime être de l'injustice de certaines situations. La question que je me suis posée, c'est comment, en tant que philosophe, mais même en tant que femme, tu perçois cette quête de sens? Est-ce qu'il y a des moments où chercher absolument du sens empêche justement de traverser les choses et de les vivre réellement, de les éprouver? En fait, c'est surtout que je crois qu'il y a une espèce de confusion autour de ce terme sens, qu'on entend partout, hein. L'année dernière, il y a 2 ans, ça a été une des plus grosses occurrences en élément de langage journalistique, le sens. Donc on le met absolument partout. Il faudrait que le sens soit dans chacun de nos actes, y compris dans nos entreprises. Et le sens, on a souvent l'impression que les choses qui ont du sens, c'est genre on va sauver le monde. Et que tout le reste n'aurait pas de sens. Le sens, il faut revenir à sa définition. C'est vraiment 2 choses. D'abord, le sens, c'est la signification, comme le sens d'un mot, des mots dans une phrase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Ça veut dire, est-ce que je comprends chacun de mes pas, quoi? Est-ce que je comprends pourquoi je suis là ce matin? Ou est-ce que je l'ai fait sans savoir ce qui se passe? Donc, la signification. Et l'autre aspect du sens, c'est la direction. Vers quoi je tends? Et je vais l'appliquer ensuite à nos vies personnelles, mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'avais donné une conférence dans un très gros groupe de VTP au service financier. Alors, n'étant pas très à l'aise ni avec le BTP ni avec le financier, étant très dyscalculique, je leur avais dit, pour bien comprendre le cadre de cette conférence, est-ce que je peux venir passer une journée dans vos bureaux, pour comprendre vos métiers? Genre stagiaire de 3e. Et là, je leur demandais, vous faites quoi? Et tous les mecs, parce que c'était que des hommes dans le service, mais pas, il y a des chiffres dans une case, quoi. Je leur disais, ok, mais un peu plus narratif, un peu plus explicatif. Et
ils avaient complètement perdu le sens comme direction. Et ce qui était drôle, c'est que derrière eux, il y avait genre un espèce d'énorme, des images, une projection dans les bureaux d'un énorme pont qui était en train d'être construit. Et aucun n'a mentionné qu'à un moment, ces chiffres participaient quand même à construire ce pont. C'est pas juste ben des chiffres. Et là, c'est un bon exemple de la perte de sens. C'est la perte de direction. Ils comprenaient la signification et ils savaient gérer les cases avec rigueur, je mets tel chiffre dans telle colonne, mais ils avaient perdu le sens. À l'inverse, parfois, il y a des moments de la vie, on se retrouve dans une espèce d'hyper-quotidienneté de notre to-do list. Oui, je fais ça, 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 mais au fait, où je vais? Et donc, le sens, c'est cette cohérence entre les deux. Et bien sûr que parfois, quand on sait vers quoi on tend, et ben du coup, c'est pas grave si certaines de nos actions, bah oui, on fait tous des trucs chiants, quoi. Enfin, on répond tous à des mecs des URSAF. Non, mais je veux dire, tout doit pas être infiniment nourrissant, épanouissant, extraordinaire dans nos vies. Je trouve que cette quête de sens, elle est parfois hyper culpabilisante parce qu'on a l'impression qu'il faut que notre vie soit en permanence avec un arrière-plan, un éclairage. Bah non, finalement. Et puis, à certains moments de nos existences, le sens, ça peut être tout simplement, et rappelez-nous quand même, avoir une famille en bonne santé, avoir un corps opérationnel, et pas avoir peur de la faim, de la peur du froid. Non, mais en fait, de temps en temps, il faut quand même redescendre un tout petit peu dans nos sociétés. C'est-à-dire que, voilà, un corps opérationnel, une famille qui va bien et pas trop de problèmes de thunes, c'est quand même déjà un bon sens. C'est déjà pas mal. Le développement personnel est tellement décrié et pas mal caricaturé. C'est intéressant parce que finalement, tout ça touche quand même d'abord à des questionnements. La philosophie, je crois que c'est d'abord l'art de poser les questions avant d'avoir les réponses, ce qui est un peu contre-intuitif dans notre société actuelle, mais c'est se poser des questions, c'est entretenir un lien très étroit à soi-même, en fait, pour après, et je veux bien que tu nous en parles, se mettre en lien avec les autres. Et tu sais, moi, j'étais frappée, c'est ce que je me disais en préparant un peu ce talk, à quel point, notamment pour le coup, nous, en tant que femmes, on a cette capacité, je ne sais pas si vous voyez ce à quoi je fais référence, de très vite se lier à des femmes qu'on ne connaît pas via l'intime. Exemple, ça peut toucher la maternité. Deux femmes qui vont se croiser à la boulangerie, pour peu qu'il y ait 3 minutes d'attente, peuvent parler de leur accouchement. Enfin, c'est véridique, on est d'accord. Ou sur d'autres sujets, mais ma question là-dedans, c'est est-ce que ce lien étroit à soi via ces questionnements, etc., nous permet de mieux traverser aussi la vie, parce que c'est ce qui va nous permettre après d'être mieux en lien avec les autres. En tout cas, alors il y a plusieurs aspects dans ta question. Le premier aspect, tu évoquais le développement personnel. Alors moi, je refuse catégoriquement les querelles de clocher. Tout ce qui nous développe personnellement nous fait du bien. On aurait bien besoin de se développer. Non, mais ça, fondamentalement, je sais pas. C'est juste que ce sont des angles différents. Mais j'ai tellement vu d'individus qui, justement, ont besoin. Alors, en plus, c'est une caricature, puisque bien sûr qu'il y a eu le développement personnel excessif, injonctif, méthodologique, qui te dit lève-toi à 5 heures du matin et fais telle ou telle chose. Je crois qu'on en est beaucoup revenu. Aujourd'hui, le développement personnel ne parle que de la vulnérabilité. Je pense qu'on est très très loin d'une question promesse toute faite de bonheur. Déjà, le développement personnel peut être une porte d'entrée, justement parce qu'une manière parfois plus simple que la philosophie, avouons-le, et on s'en parlait en introduction, va aller directement taper dans l'intime. Or, parfois, ce qui est un peu vertigineux avec la philosophie, c'est qu'on est dans du conceptuel très prise de hauteur et que ça peut être un peu paralysant. Vous l'avez vu dans une librairie, une table développement personnel ou psycho, tout le monde va regarder les 4e de couverture. Au rayon philosophie, c'est un silence de cathédrale, une posture, et on doit vraiment s'emparer du livre qu'on a choisi. Donc, je crois qu'il y a justement le développement personnel à nous apprendre cette manière de faire de l'intime un sujet en soi. Ce qui, encore une fois, peut être tout à fait présent dans la philosophie, puisque tout ce que je vous décris depuis le départ, c'est une philosophie qui part de l'introspection. Et c'est vraiment une démarche philosophique. Or, on nous a souvent appris à l'école une philosophie de structure et de système. Et c'est pour ça que parfois on est un peu décontenancé. Mais encore une fois, la philo, c'est aller regarder à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors, on trouve tout un tas de choses. Mais on trouve surtout une chose, le fait que nous sommes viscéralement humains.
Et quand on comprend ça profondément, quand on revient à profondément ce qu'est notre humanité, avec presque cette trivialité, ben on en revient à quoi? La vie, la mort, la naissance, la fin. Et quand tu donnes cet exemple, qu'il n'est pas si trivial de parler de la maternité, et bien parce que dans cette salle, on a tous des histoires on a toutes des histoires de naissance, commencer par la nôtre, et on a toutes des histoires de deuil. Et on a beaucoup dit, la philosophie, c'est apprendre à vivre ou c'est apprendre à mourir. Et ça nous renvoie à cette couche-là, à ce degré, en fait, de réflexion-là. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très métaphysique dans cette approche. Ça nous relie parce que quand tout d'un coup on arrête de se dire un tel a telle opinion, un tel vote telle chose, un tel se positionne de telle façon sur le conflit israélo-palestinien, un tel préfère telle musique à une autre, mais qu'on en revient à cette chose extrêmement triviale de naissance et de mort, sans doute que ça nous relie bien plus. Et l'autre jour, je donnais une conférence sur l'amour et je parlais des différents types d'amour et notamment la toute dernière forme qu'on appelle l'agapé, qui est l'amour universel, qu'on trouve chez les Grecs, mais encore plus dans une pensée chrétienne d'ailleurs. L'amour universel, c'est pas « oh là là, j'aime mon prochain ». C'est cette capacité tout d'un coup, si on s'arrête un instant et qu'on regarde même un inconnu dans les yeux, ou je donne souvent cet exemple, mais parce qu'il me marque, quand on voit quelqu'un dans la rue en train de pleurer au téléphone, ça vient nous chercher super loin. On ne le connaît pas, on ne connaît pas cette personne, on ne connaît pas son histoire, mais c'est ça, c'est ce si fragile vernis d'humanité que ça mobilise en nous. Et je crois que plus on réfléchit, plus on est dans l'introspection, et plus on va chercher cette petite part-là qui est dans un coin de notre tête, plus on a une capacité effectivement à se relier. Et se relier, c'était le propre des religions, non pas dans le dogme, et non pas dans une croyance figée et dans une croyance dogmatique, mais dans un relier qui est spirituel et qui est l'idée de se rappeler, au fait, on est humain. Cet exemple d'une personne qui pleure dans la rue, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné. Ça me fait penser, tu sais, les enfants pleurent pour plein de choses à différents moments de la journée, de la semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, ça me ramène à ça, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un en position de vulnérabilité ou pleurer par exemple, ça nous ramène, enfin je sais que moi ça me ramène en se disant l'enfant qu'il ou elle a été et en fait qu'il est encore à ce moment-là. Et je sais que moi quand j'ai une personne où je me sens un petit peu agressée ou du moins où il y a quelque chose qui va me toucher mais pas dans le bon sens, j'essaye pour ne pas être en réaction de me dire en fait c'est peut-être la personne de 4 ou 5 ans qui n'a pas résolu quelque chose, qui est en train de s'adresser à moi, et changer ce focus, alors je n'arrive pas à le faire tout le temps, mais changer ce focus notamment dans les relations familiales ou proches, en se disant la personne qui parle là, c'est aussi cet enfant un peu blessé pour X ou Y raison, de 4 ou 5 ans. Moi, ça m'a beaucoup aidé à traverser certaines relations, en n'étant plus forcément d'adulte à adulte, mais où parfois je la regarde avec un regard d'adulte, comme l'enfant qu'elle a été, et parfois c'est aussi moi l'enfant. Mais je trouve que voilà, ça nous ramène peut-être à cette humanité un peu... C'est toujours changer de prisme, mais se rappeler quand même une chose, et dans ce que tu évoques en parlant des enfants, c'est en grande partie pourquoi je suis dans le monde éducatif, c'est se rappeler d'une chose, c'est que nous avons tous besoin de sécurité. Et qu'en fait, beaucoup de nos comportements, que ce soit nos pleurs, nos crises de colère, nos coups de panique, nos doutes, nos moments hystéraux, sont liés à justement, on a l'impression qu'on n'est plus sécurisé. Donc bien souvent, changer d'angle et se dire cette réaction-là, elle est quand même liée à ce vertige de se dire je ne me sens pas sécurisé, permet de trouver, de refaire lien. Ton dernier livre, Marie, qui s'appelle Le miracle du réconfort, explore cette notion justement très précieuse. Et le réconfort, c'est pas que un plaid et un chocolat chaud, même si ça peut aussi marcher parfois. C'est une sorte de campagne électorale pour moi d'expliquer que le réconfort n'est pas juste un truc doudou. De quelle manière justement est-ce que le réconfort peut être un soutien dans nos traversées? Et je veux bien que tu nous donnes peut-être 2-3 exemples issus de ton livre qui explorent les différentes facettes du réconfort. Bien sûr, en fait, le réconfort, pour qu'on l'ait bien en tête, c'est le réconfort,
étymologiquement, c'est le courage, c'est retrouver le courage d'avancer. Donc se réconforter, c'est pas s'envelopper, c'est pas être statique, c'est retrouver le courage d'avancer. C'est cette citation de Beckett que je mets en exergue du livre « Je ne peux pas continuer, je vais continuer ». Et vous allez dire que ça promettait cette matinée, mais je fais des choses encore sinistres, il y a toujours un moment où on a tous des chagrins. Tous. On a tous un chagrin à raconter, parfois pas qu'un. Mais on a des gros chagrins. Et parfois, justement, le premier moment, le premier temps dans le chagrin, c'est qu'on peut rien faire d'autre qu'être dans notre chagrin. Et je crois que, encore une fois, dans une société de l'hyper-résilience, on voudrait qu'on soit résilient dans la seconde même où on a du chagrin. Bah, parfois, c'est pas possible. La première exploration, c'est déjà de totalement l'explorer, ce chagrin. Parce que c'est triste, les fins, parce que c'est triste ce qui va pas, parce que vraiment l'explorer totalement. Et puis, dans un second temps, une fois qu'on a exploré, il y a cette deuxième étape qui est de comment je fais, en fait, pour retrouver le courage d'avancer. Et j'ai essayé dans ce livre de manière évidemment non exhaustive. C'était impossible de solliciter, de mobiliser des notions qui, à mon sens, permettaient justement de continuer. Alors, je parle de la beauté dans le premier chapitre, en disant être capable de percevoir de la beauté, c'est un moment extrêmement apaisant, même quand on est très très triste, même quand on est très malheureux, percevoir une chose belle, être capable, et ça peut être un truc anodin, hein, ça peut être tes boots, ils sont particulièrement jolis. Tout d'un coup, quand on formule le « c'est beau », il y a une espèce de réconciliation dans notre esprit entre les émotions et la raison. Donc je parle de la beauté, je parle de l'amitié, je parle de l'alimentation, je parle des fictions. Combien de fois, quand on est très très malheureux, se plonger dans un livre, se plonger dans un film, se plonger dans une série, c'est pas juste nous anesthésier, c'est à travers le destin des personnages pouvoir vivre autre chose et traverser notre propre chagrin. Il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Je parle de l'audace. Alors, pas du tout l'audace, genre le culot, you, je fais n'importe quoi, mais de l'audace, justement, kantienne, pensée, construite. Je parle évidemment aussi, quand je dis l'amitié, c'est pareil, c'est pas juste boire un café avec un ami, c'est se rappeler, quand on a besoin d'être réconforté, qui sont les gens qui nous offrent cette sécurité et cette stabilité. Ça ne veut pas dire forcément des gens qu'on voit tout le temps d'ailleurs, mais des individus qui vont nous apporter voilà, ce cadre où on se dit « Ok, là, je sais que je ne vais pas être trahi ». Donc je mobilise plein de notions, je termine et à chaque fois, j'essaye d'expliquer pourquoi ce n'est pas juste un présupposé, mais pourquoi vraiment, presque scientifiquement, ce sont des sources de réconfort. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais ce qu'on peut noter, c'est que dans toutes ces pistes que je soulève, il y a toujours une question qui est celle de la temporalité. Parce qu'il faut se laisser du temps. Pour percevoir la beauté, encore faut-il lever le nez. Pour l'amitié, ça s'entretient profondément, réellement. Faire un plat de pâtes, encore un moment, se revenir à ça. Quand on est très très malheureux, se faire à manger est déjà un sujet en soi. Donc, ce sont plein de pistes pour se dire « Ok, c'est à travers ces micro-fragments que je peux revenir à ce réconfort ». Et je termine évidemment, et je dis évidemment pas de manière simpliste, je termine évidemment par l'amour. Non pas parce que c'est facile de dire « Oh, l'amour », mais parce que, et j'aurais de cesse de le répéter, au crépuscule de tout, c'est la seule chose dont on se souvient. Des gens qu'on a aimés, des lieux qu'on a aimés, des individus qui nous ont tenu la main au crépuscule de tout. On se souvient de l'odeur de nos bébés, de nos premiers baisers. Je vais pleurer de mosaïque. La chialade, et voilà, elle arrive. Hein. Et je le raconte tout le temps parce que j'ai envie de le transmettre. Moi, il y a très longtemps, je faisais de l'éthique médicale après ma thèse et je travaillais sur les soins palliatifs. Vous avez remarqué qu'il y a un petit sujet avec la mort. Et dans cette unité de soins palliatifs, ce qui était le plus marquant, c'est que ces gens qui étaient vraiment au crépuscule, parce qu'on n'est plus dans le curatif, on est dans toute autre chose, ne racontaient que des histoires avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne connaissait jamais trop leur boulot, ce qu'ils avaient fait, leur carrière. Tout ce qui restait, c'était les grands soirs avec les copains.
ce qu'ils avaient vécu avec l'autre. Et donc tout ce qui restait, c'était l'amour. Et je dis pas, et je vous le souhaite pas, d'avoir ça en tête toute la journée. Moi, c'est très très marqué, et c'est pas toujours simple à vivre. Mais l'avoir de temps en temps en tête, de dire, mais en fait, tout ce qui compte, c'est ça. C'est juste ça. Et de s'arrêter pour vraiment le saisir, je crois que ça aide. Et je crois que peut-être la réponse à tout ça, et qu'est-ce comment traverser son vote traversé, c'est l'amour. Ouais, je pense que c'est vrai que c'est une bonne synthèse et c'est une bonne clé. Et c'est vrai que quand on peut se mettre des pressions monumentales, éprouver du stress pour des enjeux qui sont pas justement liés à cette question fondamentale dont on parle, qui est celle qui reste à la fin de nos vies, ça permet aussi, ça permet un petit peu d'enlever cette pression-là et de reprendre de la perspective et de se dire que finalement, tout ne va pas si mal et que ce qui compte est ailleurs. C'est pour ça que je me réveille à 5h30 tous les matins. Je suis genre soulagée. Ah, je suis encore en vie, mes proches aussi. C'est toujours ça de gagner. C'est le bon revers voilà, c'est cette névrose. Il y a des traversées, Marie, qui sont aussi comme des passages identitaires, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se déplacer intérieurement en nous, quelque chose qui peut se défaire, qui peut se fissurer, même qui peut se consolider. Et on ne sait pas exactement ce qui va émerger après. Comment est-ce que on peut accepter d'avoir cette mue, c'est-à-dire de se dire qu'on va laisser derrière nous peut-être une partie de ce qu'on croyait être, de ce qu'on a été, pour aller vers quelque chose, une identité qu'on ne connaît pas encore, donc qui n'est pas forcément rassurante avec notre besoin de sécurité. Comment on traverse ces passages identitaires? Alors, il y a un auteur que j'ai beaucoup travaillé, qui m'a toujours beaucoup aidé sur cette question, c'est Paul Ricoeur, qui est quand même le penseur de l'identité, et qui présente l'identité d'une manière que j'adore, en 3 grandes parties. D'abord, l'identité comme mêmeté. C'est tout ce qui reste le même dans notre vie. Alors, nos empreintes digitales, la couleur de nos yeux, peut-être même certains goûts. Vous voyez sans doute des fines traces depuis l'enfance. C'est toujours amusant de voir qu'il y a des fils conducteurs. Donc, pour Ricoeur, la première chose, c'est la mêmeté. Et on a tous ici des choses qui n'ont pas bougé. L'autre partie de l'identité, c'est l'ipséité. L'ipsé, c'est le contraire du mène, c'est tout ce qui va bouger. Peut-être qu'on va changer de lieu d'habitation, de goût, d'amis, de conjoint, de boulot, de couleur de cheveux. Tout ce qui va évoluer. Et pourtant, malgré tout ce qui bouge, on peut encore dire « je ». C'est curieux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà croisé des amis d'enfance que vous n'avez pas vus depuis 20 ans. C'est curieux parce que parfois, ils ont complètement changé, même de look, presque morphologiquement même. Et pourtant, il y a ceux, tu n'as pas changé. Mais en fait, bien sûr que si. Mais c'est parce qu'on touche dans tout ce qui bouge, ce qui reste le même. Donc, mêmeté, ipséité. Mais Paul Ricoeur propose quelque chose d'extrêmement fort, et surtout quand on est dans des moments un peu de tempête. C'est le pont entre les deux, qu'il appelle l'identité narrative. Et l'identité narrative, c'est comment j'ai envie de me raconter. Alors, pas en devenant mythomane, hein. C'est pas tellement j'ai envie de me raconter, genre, en fait, je suis championne de ski, alors que j'ai jamais skié. C'est plutôt, dans tout ça, moi, quand on se présente à quelqu'un, on choisit toujours un récit. Quel est le récit qui va me permettre de tenir debout? Et pour que vous compreniez bien, moi j'ai une amie, qui est une amie très chère, qui a raté le concours de l'ENA il y a, j'ai 40 ans, donc il y a un moment, et qui, quand elle se présente, encore aujourd'hui, une des premières choses qu'elle dit, c'est qu'elle a raté le concours de l'ENA. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que... Et en fait, on a tous un peu, alors pas de manière aussi excessive, mais parfois on a des narrations qui nous servent pas, en fait, qui ne portent pas. Mes parents, mon nez, mon concours raté de l'ENA, mon divorce. L'invitation de Paul Ricoeur, c'est de dire comment je peux trouver une narration. Non pas parce que c'est pas nier d'avoir raté le concours de l'ENA ou d'avoir eu des parents comme ci, comme ça, ou de ne pas aimer son nez. C'est plus se dire comment je trouve une narration qui peut-être me porte, m'élève. Et quand on est dans des périodes de transition, je trouve que retravailler son discours narratif sur soi, essayer de se dire, tiens, comment je me présenterai à quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est une grande liberté. Et c'est s'autoriser justement à
à changer un peu de version. Mmh. C'est une belle invitation à réfléchir sur cette identité narrative qui, je trouve, est, dans le bon sens du terme, un pouvoir qu'on peut avoir aussi sur la manière dont on fait ce lien entre ces 2 ponts. J'ai dessus retenu les mots Mente et ipséité, c'est le thème et tout ce qui bouge. J'ai une dernière question déjà pour toi, Marie, et après je voudrais, laisser le temps à 2-3 questions, pour vous, qui en avez certainement, j'imagine pour Marie. Ma dernière question, elle porte sur le rapport au temps. Tu l'as évoqué justement, la notion de temps. Avec la mort, c'est ma deuxième névrose. Et la maniaquerie du lave-vaisselle. Mais attends, tout est lié. Dans ton identité narrative, tu peux très bien dire que c'est pas une névrose, mais une passion. J'ai essayé, vraiment, hein, j'ai tout fait. Vraiment, j'ai vraiment essayé, mais bon, c'est quand même bien là. Dans cette société justement où tout va très vite, avec, même si on en revient un petit peu, mais quand même une société de la performance, de la démonstration, où il faudrait se remettre en selle à peine tombé, où l'on parle de faire son deuil comme on fait sa machine à laver. Comment est-ce que notre rapport au temps, justement, vient influer sur notre aptitude à traverser? C'est fondamental. S'il y a une lutte que nous devons avoir, mais une lutte dans un sens, encore une fois, de résistance pour, pas une lutte de combat qui nous épuise, c'est d'interroger notre rapport au temps. Que faisons-nous de notre temps? C'est une question très belle de Delphine Orwiller. Ai-je assez de vie? Ai-je assez de vie dans ma vie? Tout est construit. Il y a un philosophe que j'adore qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est très ardu, très dur, mais qui travaille vraiment cette question du temps, qui dans un ouvrage phare qui s'appelle Accélération, il faut être en forme et bien armé et avoir un peu de temps. Que le philosophe allemand, en plus très conceptuel, là, on n'est pas dans quelque chose de simple. Néanmoins, l'idée, elle est remarquable. Elle est de dire ce qui caractérise notre société, c'est l'accélération permanente de tout. Aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan existentiel, que sur le plan technologique, que sur le plan sociétal. Tout est en accélération. Ce qui fait que nous sommes sans cesse, non pas dans l'action, mais dans la réaction. Et on le voit très bien à l'échelle médiatique. Une polémique, j'en chasse une autre, et ainsi de suite, et dans un vertige sans fin. Or, Hartmut Rosa fait le constat en disant on a cru au départ que l'accélération allait nous libérer, puisqu'elle allait nous permettre justement de gagner du temps. Et là, quand Rosa écrit le livre, on n'est pas du tout à l'époque de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui c'est tout à fait le cas. On nous dit, et c'est vrai sur bien des points, que l'IA va nous faire gagner du temps. Mais que faisons-nous de ce temps? Et Hartmut Rosa nous dit la promesse d'accélération, elle était ultra prometteuse et on avait tous envie d'y croire. La problématique, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'à force d'accélération, on se retrouve vide existentiellement, comme pétrifié. Et vous savez, c'est l'image, tu as tellement de dossiers à traiter que tu ne sais plus par où commencer et tu as un espèce de moment où tu as juste envie de plus rien faire, tellement tu as de trucs à faire. Donc je crois que face à ça, et Hartmut Rosa termine le livre avec un constat un peu dramatique, hein, genre, bon bah voilà, c'est ce qui va caractériser notre société, ce qu'on racontera dans 200 ans, c'est ça, c'est l'accélération. Heureusement, il a écrit un autre livre après, qui s'appelle Résonance, en disant, recréons des moments de résonance possibles. Et ça se traduit de manière très concrète. La résonance, vous savez, pour vous la faire courte, c'est ce moment où on sent, c'est comme si on avait tous en chacun de nous une espèce de corps vibratoire. Parfois, tu bois un café avec quelqu'un, tu sens que tu es en résonance avec lui. Quand tu es prof, de temps en temps, ce n'est pas le cas à tous les cours, mais tu sens que tu es en résonance avec, comme quand tu es conférencier d'ailleurs, tu sens que tu es en résonance avec la salle. Ce n'est pas toujours le cas, et pourtant tu as aussi bien fait ton job, mais tu sens que tu es en résonance. Hartmut Rosa parle aussi de la résonance avec, je dirais, les éléments. Quand tu fais une balade au bord de la mer ou à bord de l'océan, parfois tu as cette sensation-là. Ou dans un concert, quand tout le monde chante une même chanson, tu te sens en résonance avec les autres. Bref, Hartmut Rosa nous invite à créer de l'espace pour qu'il y ait des moments de résonance possibles. Tu ne vas pas la commander, hein. Tu ne vas pas dire, alors là, attention, il est 9h54, nous allons entrer en résonance. Non, toujours est-il que tu peux décider de prendre cette heure pour te dire des choses. Et peut-être que certaines choses vont résonner ou non. Et donc, toute la lutte dont je parle, c'est comment nous créons des espaces de temps non structurés. Et là, à mon sens, c'est une réflexion à l'échelle individuelle, parce que évidemment que nous avons des contraintes. Et je ne veux pas du tout que ça paraisse comme une espèce de problématique extrêmement
CSP+, de gens très privilégiés qui ont que ça à faire de se dire: «Tiens, je vais dégager du temps». On C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental que ça. C'est vraiment comment, même quelques minutes, on trouve des espaces de temps non structurés, de pause. C'est à l'échelle individuelle et c'est à l'échelle, évidemment, de l'entreprise. Il y a 2 ans, j'ai accompagné une très grosse entreprise de cosmétiques sur mon projet pilote, d'avoir 2 heures dans la semaine de temps non structuré. Sans visio, sans notification, sans réunion. Juste 2 heures de temps pour penser en profondeur. On veut faire de nous des gens créatifs, on veut faire de nous des gens performants, mais on n'a plus de cerveau. Non mais enfin, je sais pas, alors peut-être que vous avez moins de difficultés à gérer les stimuli, mais c'est extrêmement dur de réfléchir quand on n'est pas dans cette profondeur-là. C'est extrêmement dur de réfléchir et même de retrouver ses encens le soir quand dans la tête, tu as 1,4 milliard de trucs. Attends, il y a ça, quand tu scrolles en même temps, quand tu écoutes un podcast en faisant des squats et enfin, te dire c'est enfin, comment tu veux pas être vide existentiellement. Donc cette capacité à créer des espaces, en fait, où juste, t'es pas en train de rien faire, tu es en train profondément de penser. Tu disais en introduction, Marie, que la philosophie, c'était penser sa vie, vivre sa pensée. Là, pendant 1 heure, tu nous auras permis de penser notre vie. Il ne vous reste plus qu'à vivre votre pensée pour la suite de la journée, de la semaine. Merci infiniment pour ces partages. Merci à vous beaucoup. Merci beaucoup. Merci.